Hello Suzanne, I'm pleased to have you today with Bonjour me. Suzanne, je suis content d'être en votre compagnie aujourd'hui. Vous êtes un ancien agent de liaison à la CIA, spécialisé dans les questions irakiennes et libyennes et l'auteur du livre Extrême Préjudice qui sort ces jours-ci en France. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Que faisiez-vous avant de rejoindre la CIA? Pourquoi et dans quelles circonstances avez-vous rejoint la CIA? Ah, that is a million-dollar Ah, question. c'est I une was question à 1 million de dollars. J'étais une féministe et une farouche opposante aux interventions états-uniennes à travers le monde. Je crois profondément que la diplomatie et le dialogue sont les meilleures solutions pour résoudre les conflits, et je me suis vivement opposée aux sanctions. C'était très important parce que j'étais une activiste, une jeune femme qui sortait tout juste de l'université, diplômée de l'université Smith dans le Massachusetts, puis de la London School of Economics. Et l'un de mes professeurs était un expert de la question des sanctions contre Cuba. Donc c'était une cause chère à mon cœur. Le fait que les États-Unis imposent un embargo à d'autres personnes, car nous nous opposons à leur politique et nous essayons de les soumettre à notre volonté. Donc cette cause était inscrite au fond de mon âme depuis l'école. Alors, comment je me suis retrouvée à la CIA? En raison de mon activisme et de ma passion, j'ai été approchée par la CIA et par la DIA. Et ils ont dit que je serais la candidate idéale pour démarrer un canal de secours avec l'Irak et la Libye. Les deux États étant sous le coup des sanctions, bien sûr. Et que cela permettrait de contribuer à résoudre le problème de l'intérieur. Je suis sûre qu'ils croyaient que j'allais échouer, mais j'étais assez jeune pour croire que j'allais y arriver. Et en fin de compte, nous aurions ainsi une voie de communication entre nos gouvernements. Mais évidemment, ceci devait rester caché. Et ça a démarré en 1995 sous l'administration Clinton. Donc pendant tout le temps où les États-Unis ont bombardé l'Irak et attaqué la Libye, en rapport avec le dossier Lockerbie, ce canal de secours était en place et cela a très bien fonctionné avec la Libye. J'ai démarré les pourparlers pour le jugement de Lockerbie concernant l'explosion du vol Panam 103 et organisé la défense des deux suspects. Mon responsable de la CIA, le docteur Richard Fuse, prétendait connaître la vérité à propos de Lockerbie et savoir comment la CIA faisait de la contrebande de drogue depuis la vallée du Bekaa au Liban dans les années 80 quand l'attentat du vol Panam est arrivé. Selon lui, la CIA avait envoyé une équipe à Beyrouth pour enquêter afin de récolter des preuves sur cette contrebande. Et les enquêteurs se trouvaient sur le vol Panam 103 lorsque celui-ci a explosé. C'était donc une volonté délibérée de détruire les preuves et de stopper l'enquête à propos du trafic d'héroïne de la CIA. Et je l'ai cru. Et j'ai cru à ces preuves que j'ai vues et qui confirment cette histoire. Mais bon, le résultat de ma rencontre avec le docteur Richard Fuse et de mon engagement contre les sanctions fut qu'ils m'ont invité à créer ce canal de secours avec la Libye et l'Irak. Et d'ailleurs, ça a beaucoup amusé les Libyens. Je raconte toutes ces histoires personnelles dans mon livre Extrême Préjudice. Les Libyens disaient « Oh merci la CIA, vous voulez nous aider alors que nous sommes sous sanctions. Mais merci la CIA. Au nom de Kadhafi et au nom de la Libye, nous remercions la CIA. » Ils trouvaient cela très drôle, mais ils étaient très méfiants. En tout cas, au début, ils étaient méfiants. Mais ensuite, ils ont vu que j'étais très sincère. Et au final, nous avons obtenu de bons résultats avec la Libye.
Patiemment, dans les coulisses, nous avons persuadé la Libye d'expulser tous les terroristes qui avaient trouvé refuge à l'intérieur de ses frontières. C'était ma mission. Nous avons mis la main sur les 2 suspects de l'attaque de Lockerbie. Et j'ai tenu parole en insistant pour que le département de la justice états-unien dévoile toutes les preuves afin que les Libyens aient un procès équitable. Et en faisant cela, je me suis fait des ennemis, parce que je suis restée fidèle à mes principes. Je n'ai pas juste obtenu de la Libye de livrer ses hommes, j'ai agressivement attaqué le gouvernement états-unien à travers cette affaire et rendu tout ceci public. J'ai contacté des journalistes écossais en leur disant que les Libyens étaient innocents. Donc beaucoup de monde m'en a voulu pour cela, et ça a joué un grand rôle plus tard, alors que je négociais avec l'Irak. Je veux que je sois claire. Je ne conteste pas que la Libye était impliquée dans d'autres attaques terroristes, mais dans le cas particulier de l'affaire Lockerbie, l'explosion du vol Panam 103 était une opération pour couvrir le trafic d'héroïne de la CIA. Encore une fois, je ne conteste pas que la Libye était impliquée dans d'autres attaques terroristes. Je veux que les auditeurs sachent que je suis attentive à leurs interrogations sur ce sujet. Avançons un peu dans le temps. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé quelques semaines avant le 11 septembre, les menaces que vous avez faites à l'Irak et les avertissements que vous avez récoltés à propos de ces attaques? Oui, je vais vous répondre. Mais laissez-moi juste vous dire que mon livre, Extrême Préjudice, est en fait un mémoire personnel. Il révèle des discussions personnelles et des prises de décision à l'intérieur de l'ambassade d'Irak. Il emmène le lecteur à l'intérieur de l'ambassade d'Irak. Ce n'est pas du tout un livre scolaire pour étudiants. C'est un thriller basé sur la vraie vie. C'est ce qui s'est réellement passé. Et c'est très important que vos auditeurs le sachent, car ils y apprendront les informations en temps réel, en même temps que moi en fait. Il y a 2 révélations majeures dans mon livre. La première est l'option de paix avec l'Irak, qui a été cachée à la communauté internationale. Et l'autre, ce sont les avertissements préalables à propos du 11 septembre qui étaient connus de la CIA. Lorsque j'ai été attaquée, la CIA dissimulait ces 2 informations. Et plus tard, quand le gouvernement m'est tombé dessus avec le Patriot Act, il a également dissimulé ces informations. Mais pour en revenir au sujet, c'est en avril 2001 que j'ai entendu parler des attaques du 11 septembre, lorsque mon responsable à la CIA, le Dr Richard Fuisz, m'a demandé de transmettre un message aux diplomates irakiens. Alors je me suis rendue dans son bureau et il m'a dit qu'il recherchait tous les renseignements possibles sur des détournements d'avions et sur une attaque contre le World Trade Center. Si l'Irak avait un quelconque renseignement à ce sujet et ne nous le transmettait pas par mon canal de secours, les États-Unis qualifieraient alors ceci comme un acte de guerre et les États-Unis puniraient l'Irak en bombardant le pays plus agressivement qu'il ne l'avait jamais été auparavant. C'était la raison d'être de ces communications de secours, donc je n'ai pas été surprise. J'ai souvent eu à délivrer des messages par ce biais. C'était très très courant. Donc je n'ai pas été surprise d'être ainsi utilisée. Quand je suis allée voir les diplomates irakiens, j'ai délivré le message très amicalement et de manière professionnelle. Et je suis revenue voir Richard Fuisz et il m'a demandé « Mais que s'est-il passé lorsque tu as menacé l'Irak ?» Et j'ai répondu « Mais il n'y avait aucune raison de menacer les Irakiens. Il n'y a aucune raison de faire cela. Ils sont très coopératifs. » Saddam Hussein a été une de nos meilleures sources de renseignements sur le terrorisme dans les années 90. Tout ce qu'on a pu vous raconter n'était que mensonge. Comme vous le savez, Saddam Hussein était menacé par le fanatisme.
Il avait peur que les islamistes radicaux renversent son gouvernement circulaire et prennent l'avantage à la suite de l'effondrement de son autorité. Et donc, il les dénonçait très vite à l'Occident, de manière à ce que nous le débusquions et les arrêtions. Il a toujours suivi la même ligne que Dick Cheney sur ce sujet. Son approche du terrorisme était très conservatrice, à la mode de Washington. Donc, lorsque j'ai dit aux diplomates irakiens que nous voulions ces renseignements, ils ont tout de suite dit « Mais oui, bien sûr, on vous donnera ces renseignements sans problème. On envoie cette demande à Bagdad, s'ils entendent quoi que ce soit, on vous le fera savoir. » Et mon responsable à la CIA m'a dit « Mais je ne t'ai pas demandé d'être sympa avec ces gens, je t'ai demandé de leur dire à ces bougnoules des sables, à ces têtes enrubannées, qu'ils ont intérêt à nous donner ces renseignements. On veut ces informations. » Et ce qui suit est très important. Il a dit « Je veux que tu délivres ce message. » Cette menace ne vient pas de la CIA. Cette menace vient d'au-dessus du directeur de la CIA et d'au-dessus du secrétaire d'État. Et c'est très important, car il n'y avait que 3 personnes au-dessus de ces gens. Le président des États-Unis, George Bush, le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, et le secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld. Ce qui veut dire qu'entre avril et mai 2001, ces 3 individus, si on se réfère à ce message, ces 3 individus étaient au courant du complot du 11 septembre et prenaient déjà des décisions politiques pour blâmer l'Irak si les attentats se produisaient. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'Irak a été impliqué dans les attaques du 11 septembre, absolument pas. C'est sûrement l'un des plus gros mensonges jamais inventés par Washington. Mais cela signifie que depuis le début, George Bush était informé de tout ceci. Et pendant tout l'été 2001, nous avons eu de nombreuses conversations à propos de l'attentat avec mon responsable à la CIA. Pratiquement toutes les semaines, nous abordions le sujet. Nous avions des réunions hebdomadaires et le sujet revenait sans cesse sur la table. Il était très très inquiet à ce propos et j'ai été gagnée par l'inquiétude à mon tour. Et au moment précis où nous entendions parler de ces avertissements à propos de l'attentat, un autre événement d'importance se mettait en place. L'option de paix avec l'Irak. Tout le monde pouvait voir que les sanctions avaient échoué et la communauté internationale rejetait ces sanctions. C'est dans la nature de la CIA de se comporter comme la CIA. La CIA devait essayer de garder le contrôle de la situation pour Washington. Que vous aimiez la CIA ou non en tant qu'étranger, la CIA doit rester la CIA. Donc la CIA mettait secrètement en place une option de paix qui aurait garanti la protection des intérêts états-uniens après les sanctions. Parce qu'à l'époque, les États-Unis étaient encore une superpuissance et pouvaient encore dicter au monde ce qu'ils voulaient. Je pense qu'après l'Irak, du strict point de vue d'une Américaine, une des plus grandes tragédies, et vous ne verrez pas cela comme une tragédie, j'imagine que vous levez les yeux au ciel quand je vous dis cela, mais du point de vue de Washington, l'Irak, le 11 septembre, l'Afghanistan et la guerre contre le terrorisme ont détruit les États-Unis en tant que superpuissance. Nous en avons bien conscience et nous en sommes terrifiés. Washington ne sait plus comment agir dans un monde où il doit désormais dialoguer avec d'autres pays pour résoudre les problèmes. Nous étions capables de dicter nos conditions, mais nous n'en avons plus les moyens et donc nous pataugeons. Nous sommes véritablement dans l'inconnu aujourd'hui.
Et je peux vous assurer, et vous pouvez m'assurer, les Français peuvent assurer aux Américains qu'ils ne laisseront plus les Américains agir dans le monde comme une force impérialiste, tyrannique et autocratique. Nous allons payer pour ce que nous avons fait. Nous le savons, vous le savez, et tout le monde le sait. Il y a une autre chose que vos auditeurs doivent savoir. Mes actions concernant le 11 septembre étaient à leur paroxysme lorsqu'en 2001, je me suis rendue à mon bureau à la demande de mon responsable à la CIA. C'était le 7 août. Et j'ai contacté le bureau du procureur général John Ashcroft en demandant qu'une alerte d'urgence soit diffusée à toutes les agences fédérales à travers le pays, afin de récupérer la plus petite bribe d'informations à propos d'un complot incluant un détournement d'avion. Nous nous attendions également à ce que des engins nucléaires ou des explosifs puissent être utilisés parallèlement au détournement, entraînant l'explosion des avions et des engins. Nous pensions que l'attaque était imminente et nous avions besoin d'informations le plus vite possible. Quelle a été la réponse du bureau de John Ashcroft? La réponse du bureau de John Ashcroft a été de me demander de contacter le bureau du contre-terrorisme. Ils m'ont donné le numéro de téléphone et m'ont demandé d'appeler et de répéter ce que je venais de leur dire. Et les bureaucrates ont répondu comme ils étaient supposés le faire. Toutefois, John Ashcroft, qui était à la tête de toutes les agences, a stoppé l'action de ces bureaucrates. Il a dit qu'il en avait ras-le-bol d'entendre ces gens de la CIA parler de cette menace terroriste, que ces gens faisaient beaucoup de bruit et s'agitaient pour rien, qu'il ne se passerait rien et qu'il ne fallait rien faire du tout. Qu'aucune action ne devait être entreprise, en fait. Pouvez-vous nous dire un mot de ces camionnettes qui sont venues dans le World Trade Center avant les attaques? Oui, absolument. Il y avait des caméras vidéo dans le parking souterrain et elles ont enregistré des activités nocturnes étranges du 23 août jusqu'au 3 septembre environ. Donc 10 nuits. Et cela se passait toutes les nuits à 3 heures du matin. Des camionnettes bizarres arrivaient au World Trade Center. Et de toute évidence, elles étaient différentes des camionnettes des concierges qui partaient vers 2h30 du matin, car elles avaient des marques et des couleurs différentes. Ces camionnettes, qui étaient au nombre de 3 ou 4, arrivaient vers 3 heures, faisaient des choses indéterminées et partaient vers 5 heures du matin avant que les magnats de la finance de Wall Street arrivent pour surveiller le marché asiatique. Et ensuite, le 11 septembre est arrivé. Et ensuite, le 11 septembre est arrivé. Et je ne sais pas si on peut dire un mot sur Israël ou pas. Oui, allez-y. Oui, d'accord. Je voulais vous laisser décider si on pouvait ou non en parler. Ceci est très important. Le matin du 11 septembre, je regardais la télévision à la maison et mon responsable à la CIA la regardait de son côté. Et nous étions au téléphone ensemble, à parler, crier, pleurer. Nous étions bouleversés car nous savions que cela allait se produire. C'était un choc dévastateur pour nous et nous étions extrêmement déçus de nous-mêmes. Nous avions fait tout ce que nous pouvions pour arrêter tout ceci, mais nous avons été bloqués. Tout ce que nous avions entrepris pour empêcher cette attaque a été bloqué
et nous en étions complètement abasourdis. Et Richard Hughes m'a dit quelque chose de très important à ce moment-là. Donc, c'était le matin de l'attaque. Le premier building s'était effondré, mais le deuxième était toujours debout. C'est alors que Richard Hughes m'a dit « Suzanne, combien de fois, selon toi, un homme et une femme restent-ils au coin d'une rue avec une caméra vidéo prête à filmer un accident de voiture ?» Il a dit « Suzanne, cela n'arrive jamais. Au mieux, la caméra filme partiellement, elle bouge, l'image est floue, il faut filmer au ralenti, image par image, pour essayer de voir quelque chose. Et au final, vous n'avez pas l'accident en entier. » Donc c'était avant même que les vidéos ne soient publiées. À ce moment-là, aucune vidéo n'était disponible pour le public. Et Richard Hughes m'a dit « Suzanne, le Mossad avait un homme et une femme au coin de la rue ce matin, avec une caméra vidéo prête à filmer les avions s'écrasant dans les tours. Ils ont attendu cette attaque toute la matinée. » Et alors j'ai répondu, tu veux dire que les Israéliens savaient que cette attaque allait se produire et qu'ils ne nous ont rien dit? J'ai cherché des renseignements pendant tout l'été, n'importe quelle information, et les Israéliens savaient et ne nous ont rien dit? Mais quels enfoirés! Blablabla, blablabla, blablabla. Et le téléphone s'est coupé. Donc j'ai rappelé, et il a dit, Suzanne, nous ne devons plus jamais parler de cela. Donc c'est très important et c'est quelque chose qui n'est pas compris dans la communauté internationale. Donc on doit faire très attention lorsque l'on aborde ce sujet. George Bush a admis qu'avant de rentrer dans la classe pour lire une histoire aux enfants, il avait vu une vidéo du premier avion s'écrasant sur le World Trade Center. C'est de notoriété publique, mais les journalistes états-uniens n'ont jamais mis les différents éléments en perspective. Qui a pris ces vidéos? Ce sont les Israéliens. Comment George Bush les a-t-il vus? Parce qu'il avait un écran tout près de lui et qu'il pouvait voir les attaques en temps réel. Parce que les États-Unis savaient parfaitement que cette attaque aurait lieu. Nous connaissions la date et l'heure. Tout le matériel mis en place est prêt à exploser. Le 11 septembre était un coup monté de l'intérieur. C'était comme un tour de magie, en fait. Tous les yeux étaient tournés vers les avions qui se sont écrasés sur les tours. Mais ce sont les explosifs qui ont fait s'écrouler les tours afin de maximiser les dommages et la destruction que le gouvernement avait préalablement préparée. Si les dommages étaient assez importants, alors le gouvernement aurait la provocation dont il avait besoin pour justifier la guerre contre l'Irak. Nous avons fait le 11 septembre nous-mêmes. Nous l'avons fait. Et ce n'est pas le peuple américain qui l'a fait, ni même l'ensemble du gouvernement, mais une équipe de voyous l'a fait. Et avec la bénédiction du gouvernement. Je reviens un petit peu en arrière. Comment Richard Hughes savait que le Mossad était sur place ce jour-là? Il était tout en haut de la hiérarchie à la CIA et il avait des contacts. Pour être honnête avec vous, les seules personnes qui peuvent avoir ce genre de renseignements à la Maison-Blanche et récupérer ces informations si rapidement doivent faire partie d'une agence de renseignement étrangère.
Ça doit être quelqu'un d'extérieur à la CIA, parce que n'importe qui aux États-Unis se serait opposé à cela et aurait été éliminé. Nous avons activement essayé d'éviter que ces attaques aient lieu. Par conséquent, pour y avoir accès, George Bush a dû s'appuyer sur une agence de renseignement étrangère amie, partageant les valeurs de l'Amérique. Non, excusez-moi, partageant les valeurs des néoconservateurs américains. Oh, sûrement pas mes valeurs, oh mon Dieu. Les valeurs des néoconservateurs que l'on retrouve dans le projet pour un nouveau siècle américain, le PNAC. Et l'agence de renseignement devait être israélienne. Pour les gens un peu avisés, et il y en a beaucoup dans le monde. Souvent en Amérique, j'ai affaire à des gens assez peu avisés. Ce sont souvent des gens très très simples. Très simples. Mais les autres savent. Et ceux qui observent les agences de renseignement savent que les États-Unis pouvaient compter sur une agence de renseignement étrangère afin de réaliser cette opération, parce que les membres de la CIA auraient considéré ceci comme une trahison. Nous aurions été des traîtres envers l'Amérique si nous avions participé à cette attaque de n'importe quelle manière que ce soit. Donc nous devions nous tourner vers une agence étrangère qui n'a aucune obligation de protéger les États-Unis. Et c'est une tragédie parce que les gens de la classe moyenne aux États-Unis voient les Israéliens comme des alliés, mais ils ont un programme complètement différent du nôtre au Moyen-Orient. Ils n'ont aucun engagement pour notre sécurité. Ils n'en ont que pour la leur. Ce ne sont pas des traîtres pour avoir perpétré le 11 septembre. Ils avancent selon leurs propres intérêts politiques, qui sont de mettre à terre tous les ennemis d'Israël, et ils manipulent d'autres pays pour se battre pour leur cause. Et ils le font avec succès. Vous avez dit dans une vidéo que Richard Fused a reçu 13 millions de dollars, n'est-ce pas? Selon vous, est-ce à cause de cette histoire du Mossad? 13 millions de dollars non imposables. Non imposables. Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il a reçu 13 millions de dollars de la part de l'organisation Crédit d'urgence pour l'enquête sur le 11 septembre. Je l'ai supplié de me donner un petit quelque chose. Avec 13 millions de dollars, vous pouvez donner un peu d'argent à votre agent de liaison. Mais il a refusé, en disant qu'il n'avait pas à me donner quoi que ce soit. Je me suis occupée de la collaboration de l'Irak dans l'enquête sur le 11 septembre. Et une des choses que nous avons faites, c'est que nous avons entretenu une liaison. Oui, c'est un mot français, vous le comprenez. Donc une liaison entre le FBI et un diplomate irakien. L'Irak a invité le FBI à envoyer une force d'intervention antiterroriste en Irak, avec l'autorisation de procéder à des enquêtes, d'entendre des témoins sans la présence des renseignements irakiens, les mukhabarat, mais aussi à procéder à des arrestations, ce qui est bien sûr une décision hautement politique. Le FBI aurait eu l'autorisation de faire tout cela, et j'avais un contact à Bagdad qui était d'accord pour travailler avec le FBI. Cet homme risquait sa vie à coopérer. Même si Saddam était coopératif, on pouvait compter sur les États-Unis pour pousser Saddam à donner encore plus et être encore plus coopératif. C'était donc très dangereux pour cet homme et je voulais lui donner une partie de cet argent. Mais Richard Fused a refusé. Donc, faites en sorte que tout le monde sache que dans mon livre « Extrême préjudice », vous serez emmené à l'intérieur de l'ambassade d'Irak afin de bien vous rendre compte de comment tout ceci fonctionne. Ce n'est pas un livre scolaire, c'est complètement différent de tout ce que vous avez pu lire auparavant. C'est un récit personnel de tous ces événements et de toutes ces conversations. Après le 11 septembre, qu'avez-vous fait jusqu'à votre arrestation? J'ai ardemment dénoncé la guerre d'Irak. Nous avions une option de paix sur la table, sur laquelle nous avions travaillé de novembre 2000 à mars 2002.
Je travaillais également sur une autre option de paix avec l'Irak qui comprenait les points suivants: le contrôle des armes, la coopération avec l'antiterrorisme, des contrats en faveur des entreprises américaines, des contrats pétroliers en faveur d'entreprises américaines et un projet vers un Irak démocratique. Ce projet vers un Irak démocratique était très créatif et il a été mis en place par les Irakiens eux-mêmes. C'était incroyable et très créatif. Ils ont invité les expatriés irakiens à revenir et à s'installer dans l'enceinte même de l'ambassade. Ils espéraient qu'un grand nombre de gens reviendraient, en soulignant le fait que l'enceinte d'une ambassade était un territoire souverain de leur pays. Ils leur donneraient le droit de se déplacer partout dans le pays, d'organiser des meetings politiques, de créer des partis politiques et la promesse que Saddam organiserait des élections dans les 18 mois et qu'ils seraient des membres à part entière de ces élections. Ils auraient le droit de faire campagne, de monter un quartier général, de créer des journaux de campagne, ainsi que des journaux d'opposition. Et ils ont même émis l'idée que Saddam puisse prendre sa retraite et ne pas participer à la prochaine élection. Qu'il serait prêt à aller s'installer dans une villa à Tikrit et à ne pas s'occuper du tout de l'élection. Tout ceci, c'était leurs idées, pas les nôtres. Tout le gaspillage lors de cette guerre d'Irak est devenu une évidence. Quand vous réalisez tout ce que l'Amérique aurait pu obtenir, pas nécessairement pour l'économie du monde. Je réalise que certains politiciens français auraient été en colère s'ils avaient su que l'Irak... non, pas en colère, mais ils se seraient sentis un peu offensés s'ils avaient su que l'Irak offrait tant aux États-Unis. Je veux être clair, l'Irak n'a jamais, à aucun moment, menacé d'annuler un contrat français après la période post-sanction. Ils avaient prévu d'honorer tous les contrats sur lesquels ils s'étaient engagés. Mais ils devaient prendre soin de l'Amérique. Les États-Unis n'allaient pas abandonner les sanctions sans protéger leur accès au marché irakien dans la période post-sanction. C'était de la politique pragmatique. Les Français auraient pu dire « honte à Bagdad », mais l'Irak n'avait vraiment pas le choix. Et Washington s'en est assuré, en étant très dur en affaires. Donc, encore une fois, imaginez si la communauté internationale avait été au courant de cette option de paix avec l'Irak. Et imaginez si vous aviez su les faits réels en ce qui concerne l'enquête à propos du 11 septembre. Eh bien, tout ceci est dans mon livre. La raison pour laquelle vous ne savez rien de tout ceci, c'est que 30 jours après avoir demandé à témoigner de tout cela devant le Congrès au Capitole, j'ai demandé à témoigner en tant qu'agent de liaison en chef ayant couvert l'Irak aux Nations Unies. J'étais une activiste acharnée contre la guerre et contre les sanctions. J'ai milité si fort contre la guerre. Et puis je vis à Washington. Et je connais le Capitole. Pour être allée de bureau en bureau, en leur disant la vérité à propos des faits de cette préparation de guerre par les agences de renseignement. Ils savaient exactement ce qui allait se passer. Donc, quand j'ai fait une demande officielle pour témoigner devant le Congrès, 30 jours plus tard, j'étais arrêtée en vertu du Patriot Act. Je suis devenue la seconde américaine inculpée en vertu du Patriot Act après José Padilla. J'ai été chargée par des accusations secrètes, des preuves secrètes, des témoignages secrets devant le jury d'accusation. J'étais enfermée dans la prison militaire de Carswell, sans droit à un procès, ni même à une audition.
Alors, j'ai vu de la vidéo de votre arrestation. Ah, vraiment? Oh mon Dieu! Bien, vous avez fait de bonnes recherches, donc vous connaissez tout cela. Je vous en dis plus que ce que vous voulez entendre. Federal procedure, these are FBI agents. We're activists and I'm innocent. I did more to try to stop terrorism in this country than anybody else. I have done good things for this country. I worked to get the weapons inspectors back into Iraq. When everybody said it was impossible, I worked to do it. And I'm very proud, and I will very proudly stand by my achievements. I'm very proud of what I've done for this country, for the good of the security of this country. Donc j'ai vu cette vidéo et ma question c'est pourquoi n'avez-vous pas crié à ce moment-là que vous êtes un agent de liaison à la CIA? Parce que ce n'est pas comme cela que nous agissons. À ce moment-là, j'étais tellement sous le choc de me faire arrêter. On nous parle toujours de la façon dont nous serons couverts dans tout ce que nous faisons. Il y a eu une comparution au palais de justice lors de ma mise en accusation. Et rétrospectivement, à ce moment-là, j'aurais dû annoncer que j'étais un agent de liaison de la CIA et jouer franc jeu. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait un avocat à côté de moi qui ne voulait absolument pas que je parle. Elle me demandait de fermer ma bouche et de ne faire aucune déclaration. Elle était très simplette. Le gouvernement m'a mis à disposition de très mauvais et de très médiocres représentants juridiques. Et ils se sont assurés que l'avocat soit très corruptible. Donc je me battais avec mon avocat et j'étais accusée de choses très graves. Et je ne savais pas quoi répondre à qui que ce soit. Vous avez dit avoir passé 1 an dans la prison de Carswell et ils vous ont drogué? Ils ont essayé. Ils ont essayé, mais nous les avons arrêtés. J'ai une question qui peut être un peu choquante, mais selon vous, pourquoi vous ont-ils libéré? Lorsque j'étais à Carswell, tous mes témoins ont contacté la prison et ont résisté avec moi en disant « L'histoire de Suzanne est vraie, nous sommes désireux de passer en justice, de vérifier tout cela et nous ne reculerons pas sur ce combat. » Mais pour mon affaire, le juge était Michael Mukasey, qui a également entendu les réclamations de l'assureur de Larry Silverstein à propos du World Trade Center pour un montant de 7 milliards de dollars. C'était un juge très politisé, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, tout le monde, le FBI, le département de la justice, le procureur, ils lui ont tous dit que personne n'était en mesure de vérifier mon histoire. Et ont demandé la permission de me droguer par la force avec de l'Aldol, de l'Ativan et du Prozac, jusqu'à ce que je sois guérie des propos que j'affirmais selon lesquels je connaissais la vérité sur l'Irak et le 11 septembre. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon petit ami, G. Field, a mis tout cela sur un blog et l'a raconté sur une web radio. Il a provoqué un énorme retour de flamme sur le département de la justice, à tel point que la Cour a réalisé qu'elle n'avait plus qu'à me libérer. Trop de gens s'étaient rendus compte que le gouvernement refusait ma requête pour un procès. Il était devenu évident que le gouvernement cachait désespérément quelque chose. Immédiatement, j'ai eu droit à un nouvel avocat et j'ai continué à me battre. Mais à partir de là, ma réputation a été détruite, complètement détruite, et j'ai dû me battre comme une damnée. Revenons un instant sur le 11 septembre. Vous avez dit qu'il y a eu les avions qui se sont écrasés dans les buildings et des explosions. Comment en êtes-vous si sûr? Est-ce que vous avez des preuves?
Il y a d'excellentes preuves. Les preuves scientifiques sont accablantes. Je laisse chacun d'entre vous se référer à l'organisation Architects and Engineers for 9/11 Truth, qui est une organisation très répandue aux États-Unis. Les pompiers, les concierges et les autres citoyens normaux de l'immeuble ont tous entendu des explosions alors qu'ils fuyaient. Ils ont entendu les boum, 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 boum propulsés vers l'extérieur des tours. Et le feu a continué à brûler sous l'immeuble pendant 4 mois, jusqu'en décembre. La question n'est donc plus de savoir si il y avait des explosifs, mais de quelle sorte étaient ces explosifs. Nous pensons que c'était une combinaison de poussière, de nanothermite et peut-être aussi d'un engin miniature thermonucléaire utilisé sous l'immeuble, ce qui explique pourquoi le feu a continué de brûler pendant 4 mois. Un autre point, vous avez dit que le vol 93 a été abattu par un avion de chasse américain. Avez-vous le nom de ce pilote et est-il encore en prison? Ceci est très important. Eh bien, vous avez vu la vidéo lorsque l'on m'a posé cette question, donc je n'ai pas besoin de vous rappeler les faits, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris après coup. J'ai suivi cette affaire et alors que je donnais une interview à la radio, quelqu'un a appelé. La femme qui a appelé a raconté qu'elle connaissait l'homme qui avait tiré un missile le 11 septembre. Elle a présumé qu'il avait touché un avion. Immédiatement après le 11 septembre, il a été mis en détention par la police militaire et a été placé en isolement. Les attentats se sont déroulés en 2001 et elle m'a raconté cela en 2008. Cela faisait donc 7 ans qu'il était enfermé. Et à chaque fois que sa famille a voulu lui rendre visite, on ne l'a absolument pas autorisé à parler de cet événement. Donc tout ce que la famille savait, c'est qu'il était rentré à la maison très excité parce qu'il avait fait feu sur un avion. La famille a présumé que c'était le vol 93. Toutefois, avec le recul, on se demande s'il n'a pas plutôt touché le Pentagone. Et si ce n'était pas justement cet homme qui avait tiré un missile ou quoi que ce soit d'autre à travers le Pentagone. Nous pensons que c'est comme cela que ça s'est passé. Et la famille, maintenue dans l'ignorance, pense peut-être que c'était le vol 93, mais elle n'a jamais été autorisée à communiquer sur le sujet avec cet homme pendant qu'il était emprisonné. Alors qu'en fait, il a certainement tiré sur le Pentagone. Mais quel est le nom de ce type? On ne sait pas. C'était au moment où j'étais mise en accusation. Une personne a appelé, et l'animateur radio s'en rappelle également, mais lui non plus ne se rappelle pas du nom de cette personne. Et ensuite, tout ceci a disparu. Cette famille a raconté cette histoire brièvement, et ensuite on n'en a plus jamais entendu parler. Alors ma dernière question, avez-vous encore des problèmes avec l'administration américaine et vous battez-vous toujours pour avoir un procès? Eh bien, le gouvernement essaie d'éviter d'avoir à reconnaître mon existence. Il voudrait effacer cette histoire entièrement, en fait. Quand je me rends au Capitole, ils prétendent que tout ceci ne s'est jamais passé, que rien n'est arrivé du tout.
C'est comme si ces 5 dernières années avaient été effacées de leur histoire et de leur conscience. Merci beaucoup, Suzanne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Votre livre Extrême Préjudice sort en France et j'encourage tout le monde à l'acheter sur le site internet vainqueur.fr. Merci encore, Suzanne. Et je vous remercie. Et je voudrais rappeler que mon livre est un récit personnel et pas un livre scolaire pour étudiants. Cela va remettre en question tout ce qu'on vous a raconté. J'entre dans tous les détails du cauchemar que j'ai enduré dans la prison de Carswell. Je raconte tous les faits réels des services secrets durant la période d'avant-guerre en Irak. Je suis allée très lentement là, de manière à ce que vous entendiez bien ce que je vous disais. Parce que rien de ce qu'on vous a dit n'est vrai, même pas une once. Tous les détails de cette affaire ne sont que mensonges. Donc découvrez par vous-même, si vous vous sentez concerné par ce qui se passe au Moyen-Orient et l'état de notre monde aujourd'hui. Si vous voulez savoir pourquoi Julian Assange et Edward Snowden doivent disposer de l'asile politique, vous devez lire mon livre pour comprendre ce qui se passerait pour Julian Assange s'il était forcé de revenir à Washington. Parce que la règle en ce qui concerne les poursuites judiciaires a été complètement balayée avec le Patriot Act. Toutes les procédures ont disparu. Tous les droits à une audition ont disparu. C'est l'expérience la plus terrifiante que vous pouvez imaginer. Donc cette interview vous donne juste le début pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais c'est encore plus sombre que ce que vous venez d'entendre. Nous sommes juste restés à la surface des choses là. Merci beaucoup, Suzanne. C'était génial et je pense que c'était génial également pour les gens qui nous entendent. Thank you.